Bonjour Rémi, Bonjour Elisabeth. je te remercie de m'accorder une interview. Pour une fois, les rôles vont changer. Tout à fait. Ça fait bizarre d'ailleurs, hein. Ça fait trop bizarre. Et c'est moi qui vais te poser quelques questions. Ok, j'ai hâte de voir ça. C'est vrai que tu m'as proposé du coup ce format-là et je trouve ça super intéressant. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire ça sur la chaîne, donc je pense que c'est une bonne occasion de le faire et je pense que ça pourra donner beaucoup de réponses à des gens qui suivent mes vidéos. Donc c'est trop cool. On va commencer par une question très simple. Je pense que beaucoup de personnes te la posent et se la posent encore. Comment a débuté l'aventure de JRM Paranormal ? Alors l'aventure de JRM Paranormal, elle a commencé quand j'avais 21 ans. J'ai toujours été passionné par le domaine de l'étrange, le paranormal. Je regardais vraiment toutes les émissions à la télé. Moi, ma période, mon époque, c'était les 30 histoires mystérieuses, la soirée de l'étrange. À l'âge de 20 ans, 21 ans, j'ai commencé à découvrir ça sur YouTube et je me suis dit, moi aussi j'ai envie de ça, moi aussi j'ai envie de vivre l'expérience, voir si je peux obtenir moi aussi des résultats. Enfin, j'avais vraiment envie de me forger ma propre expérience personnelle parce que dans le paranormal, rien de tel en fait pour pouvoir y croire. Je trouvais ça intéressant de pouvoir partir justement sur le terrain, dans des lieux réputés hantés, tout ça, pour me faire mon propre avis en fait sur tout ça. Et justement, comment ta famille, tes proches et tes amis ont pris cette nouvelle passion qu'ils ont pu même identifier comme étant un peu une lubie? C'est intéressant cette question, tu vois, parce que quand je me suis intéressé à ce projet d'enquête paranormale, de vidéos sur YouTube, j'ai mis en fait un statut sur Facebook à l'époque. À cette période-là, je mettais toute ma vie sur Facebook. Hein. D'accord. Donc du coup, c'est vrai que dès que je faisais un truc, je mettais, dès que j'avais une pensée, je mettais, enfin bref. Et là, j'avais mis un statut comme quoi je voulais me lancer dans ça. Ce post avait été commenté à l'époque par Johanna et par Moïse. Ils m'ont fait savoir que eux aussi ça leur plaisait et qu'ils seraient trop contents de pouvoir faire ça avec moi. Et Moïse après il m'a dit écoute, moi j'ai aussi une autre amie qui est intéressée par ça, elle s'appelle Morgane, etc. Après mes autres amis ils étaient vraiment très ouverts à ça. Moi vraiment j'ai que des personnes ouvertes d'esprit dans mon entourage, que ce soit amis ou famille. Donc vraiment tout le monde l'a bien pris, tout le monde m'a encouragé là-dedans. Ma famille également, faut savoir que du côté de ma mère, ma grand-mère, ma mère sont très réceptives, sont très ouvertes au paranormal. Je sais que mon arrière-grand-mère tirer les cartes, donc c'est un petit peu de famille aussi. J'ai toujours un petit peu quand même baigné dans ces milieux-là. Ah, c'est super, c'est génial, ça veut dire que tu es vraiment entouré aussi de gens qui t'accompagnent justement dans tes passions, dans ta réalisation, donc c'est toujours je dirais, motivant en fait d'être entouré de ce genre de personnes. C'est motivant et c'est, je pense, essentiel d'être toujours poussé justement dans ce qu'on aime faire, dans les passions et d'être toujours relevé vers le haut. Quand on a un entourage qui n'est pas forcément réceptif à ce qu'on fait, c'est compliqué, je pense. Et alors du coup, j'imagine que clairement là, c'est à la suite d'un post. Vous êtes 4 potes. Et comment ça marche une première enquête comme ça quand on se lance au tout début avec les moyens du bord? C'est un petit peu à l'aventure en fait, c'est vraiment au feeling. J'imagine. C'est-à-dire que en gros, j'ai investi dans du matériel. Alors j'ai quand même acheté ma caméra principale dès le début, hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait les choses bien ou qui les fait pas. Donc quand je me lance dans un projet, je le fais à fond, j'y mets toute mon âme, tout mon cœur. Et c'est vrai que je me suis dit, quitte à lancer cette chaîne, je commence quand même avec une bonne qualité audio et visuelle. Et donc j'ai directement mis les moyens dans la caméra parce que je trouve que c'était essentiel. Et j'ai acheté du coup quelques pods, K2, etc. Et puis voilà, j'ai cherché sur internet un petit peu des lieux. Alors au début, je me suis plutôt concentré sur les lieux abandonnés, hein, parce que c'est beaucoup plus facile, parce que l'obtention d'autorisation, c'est très compliqué, surtout quand on n'a pas encore de notoriété dans ce domaine-là, sur internet, tout ça. Donc voilà, j'ai cherché un petit peu et puis surtout, il fallait que ça soit un lieu pas loin, parce que j'avais pas forcément le budget que je peux mettre aujourd'hui dans les déplacements. Donc ça a été de trouver un lieu proche de chez moi et sans autorisation. Voilà, et donc du coup, c'était un lieu abandonné pas très loin de chez nous. Et puis voilà, on est allé un petit peu au feeling, hein, ça s'est fait comme ça. J'ai installé du matériel sans forcément d'expérience, mais j'en garde un bon souvenir. Et t'imaginais que 8 ans plus tard, tu aurais réussi à on va dire, former cette espèce de communauté autour de toi au point de pouvoir dépasser les plus de 100 000 abonnés
aujourd'hui sur YouTube? Non, j'imaginais pas du tout. Moi, en fait, quand je me suis lancé sur YouTube dans les enquêtes, c'était vraiment pour le plaisir, par passion. Je me suis dit, ben voilà, ça me plaît, je vais partager ça avec les gens sur Internet. Peut-être que ça va intéresser des personnes qui sont aussi intéressées par le paranormal. Je l'espérais, mais jamais j'aurais pensé que ça prenne une ampleur avec plus de 100 000 abonnés. Enfin, c'était vraiment inespéré pour moi. J'imaginais pas du tout ça quand j'ai créé cette chaîne, et de voir maintenant tout cet engouement, tout ce soutien, c'est vraiment inespéré. Jamais je pensais avoir ça un jour, quoi. J'imagine aussi que quand on se lance comme ça, tu sais, au début, on veut vraiment se lancer dans une passion, et on pense pas non plus, certainement, que cette passion va devenir une vocation. Exactement, parce que moi, de base, quand j'ai fait ça, voilà, c'était vraiment que pour le plaisir, que pour la passion, ça l'est toujours. Mais j'imaginais pas pouvoir me professionnaliser là-dedans et pouvoir même en vivre, en fait. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'inaccessible. Et le fait d'aujourd'hui, de réussir vraiment à me développer dans ça, le fait de pouvoir acheter du matériel, le fait de pouvoir aller toujours plus loin, c'est quelque chose de fantastique pour moi. Et c'est vrai que je ne pensais pas qu'un jour ça serait possible. Après, moi, tu sais, quand j'ai préparé cette interview, j'ai regardé un petit peu, on va dire, les vidéos des débuts, puis un petit peu plus tard, puis vraiment les dernières vidéos. Après, je suis peut-être pas très objective parce qu'on tourne ensemble depuis 2 ans maintenant, mais je trouve qu'il y a vraiment une très grande évolution dans ton format, dans ce que tu proposes. Clairement, tu as acheté d'autres matériels, tu as investi, mais on voit bien aussi qu'il y a une qualité vraiment un professionnalisme même qui s'installe au fil des épisodes. Est-ce que tu es conscient aussi toi-même de ton évolution par rapport à la création de tes contenus? En tout cas, merci beaucoup, ça me fait plaisir ce que tu me dis, parce que c'est toujours valorisant de voir que les efforts que j'essaie de mettre dans tout ce travail paient et se voient surtout, donc merci beaucoup. Après oui, c'est vrai que j'en suis conscient, des fois je regarde un petit peu mes premiers épisodes et je me dis waouh, j'ai limite honte en fait, tu vois, j'ai limite honte, mais je me dis c'est important qui est la publication de ces épisodes, parce que ça montre justement le parcours, ça montre la progression. Oui, j'en suis conscient que j'ai énormément progressé, mais dans tout d'ailleurs, hein. Autant dans tout ce qui est montage, réalisation, tout ça, mais également dans la peur, parce que c'est vrai qu'au début, j'avais peur, j'étais effrayé dans les lieux, jamais de la vie j'aurais pu aller par exemple dans un lieu tout seul, et aujourd'hui je suis capable de le faire. Donc je pense que j'ai progressé à plusieurs niveaux, mais c'est vrai que oui, bien sûr, la réalisation, je vois la différence sur les épisodes là que je fais actuellement et puis les tout premiers. Je pense que ça m'a beaucoup appris. Il faut savoir d'ailleurs que je n'ai fait aucune formation là-dedans. Certains des fois me demandent. J'ai vraiment appris tout seul. C'est vraiment au fur et à mesure, à force de faire, que j'ai appris, et j'ai appris tout seul. Après toutes ces années de travail, à travers toutes les créations de contenu que tu fais, tu as aussi permis à beaucoup de personnes de faire découvrir des lieux qu'on ne connaissait pas, des lieux parfois qui sont vraiment atypiques. En fouillant encore une fois dans les archives de la chaîne, j'ai retrouvé notamment la vidéo du pavillon Keller, j'ai retrouvé aussi la maison de David, bien sûr le château de Vos, mais bon là j'y étais. Il y avait aussi la tour d'Aling, je crois, c'est comme ça. Oui, mais d'ailleurs, ça, c'est le premier épisode. La tour d'Aling, oui. C'est le premier épisode. C'est ça. Moi, personnellement, tu vois, le pavillon Keller et le sanatorium, tout ça, c'est des lieux que je ne connaissais pas. Est-ce que, justement, à travers tous les lieux que tu as pu visiter, que ce soit en urbex ou que ce soit en enquête, est-ce qu'il y a vraiment un lieu qui a marqué ton parcours en tant que youtubeur? Alors, c'est compliqué comme question, parce que je pense que tous les lieux que j'ai faits ont marqué mon parcours d'enquêteur du paranormal, de chasseur de fantômes, hein, on peut appeler ça comme on veut, mais je pense vraiment que chaque lieu a apporté quelque chose, vraiment. Et chaque lieu fait... Je pense que j'en suis là aujourd'hui. Je pense que j'ai réussi à faire des bons choix de lieux. C'est pas évident d'ailleurs, les choix de lieux, et je pense que j'ai réussi à faire les bons choix, parce que j'ai toujours eu des phénomènes dans tous les épisodes. C'est vrai qu'il s'est toujours passé au moins quelque chose, c'est toujours le risque qu'il se passe quelque chose ou pas. Oui. Et je pense aussi que ces lieux ont su intéresser les gens de par leur histoire, de par les témoignages qu'il y avait déjà eu. Je pense que chaque lieu a vraiment apporté quelque chose à ma chaîne. Après, forcément, oui, il y a des lieux qui marquent plus que d'autres. La maison de David, je pense que ça a été vraiment le déclencheur du succès de JRM Paranormal aujourd'hui, parce que j'ai vraiment vu
une première étape de franchie à partir du moment où j'ai fait la maison de David. C'est vraiment, je pense, l'épisode qui a commencé la propulsion de la chaîne, je pense. Ah oui. Ouais. Et cet épisode-là, il a été tourné en quelle année? C'était dans les débuts. La chaîne, elle avait même pas encore 1 an. Elle avait presque 1 an. C'était à cheval entre 2016 et 2017. D'accord. Donc au final, cette enquête-là, dans la maison de David, c'est peut-être aussi l'enquête qui t'a conforté dans tes choix en te disant je suis sur le bon chemin, je suis sur la bonne route. C'est vraiment là-dedans qu'il faut que je continue en fait à performer, en tout cas à essayer de performer. Tout à fait. C'est vraiment, je pense, ce lieu-là, non seulement déjà par tous les messages de soutien que je recevais et qui ont vraiment commencé à partir de cet épisode-là, je pense. Enfin, il y en avait déjà avant, mais ça a vraiment commencé en masse à cette période-là. Et puis surtout, les phénomènes qu'on a eus. Enfin, je veux dire, dans cette maison, on a eu énormément de choses. Je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. On a été confrontés à ça avec Johanna et Morgane à l'époque. On n'avait vraiment aucune expérience. Cette expérience-là, elle t'a aussi peut-être poussé justement vers autre chose. Parce que je crois que cette enquête, elle a été quand même particulièrement intense. Elle a été très intense, c'est ça. Et il faut savoir, comme je te dis, qu'on n'avait pas encore l'habitude. Là, maintenant, on vit des choses, etc. J'ai vécu beaucoup de choses, là, maintenant, depuis ces années. Donc, je suis plus ou moins préparé à vivre certains phénomènes. Là, c'était que la 3e enquête. Donc, on n'était pas prêt du tout à ça. Et justement, quand tu parles des lieux que tu as visités, que tu as choisis, comment est-ce que tu peux brièvement expliquer aux personnes qui nous regardent comment tu choisis un lieu d'enquête? C'est un petit peu au feeling, encore une fois. C'est-à-dire, soit je le sens, soit je le sens pas. Vraiment, le premier facteur, je pense, c'est vraiment mon ressenti. Donc il faut que le lieu m'attire, il faut que le lieu m'appelle, en quelque sorte. Après, évidemment, je me renseigne sur l'histoire, j'essaie toujours de voir s'il y a une histoire propice au paranormal, donc des décès, des choses comme ça. Les témoignages également, hein. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages pour apporter du crédit au reportage. Ouais, bien sûr. Ça va renforcer aussi peut-être l'immersion, tu vois. Si tu as des personnes qui viennent témoigner en rapportant avoir vécu des choses, etc., forcément déjà ça donne beaucoup plus de crédit à l'enquête qui va être faite. Ça peut même aussi, toi, te permettre d'orienter ton exploration différemment. Et puis surtout, ça va être une valeur ajoutée, bien sûr, à ton montage, à ta vidéo. Donc c'est pour ça que j'apporte une grande importance à tout ça. Et après, des fois, ça arrive aussi, il y a des abonnés qui m'envoient des mails, des messages pour me proposer des lieux. Donc du coup, je me renseigne. Et si ça me plaît, pourquoi pas, hein, je me renseigne là-dessus et j'organise une vidéo, un tournage. Donc voilà. Mais je pense que c'est surtout le feeling. Il faut vraiment que le lieu m'appelle en quelque sorte. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais non, mais je comprends. Mais voilà. Et puis surtout aussi, un critère important, c'est que j'essaie d'avoir toujours des lieux inédits. Parce que c'est vrai qu'il y a des lieux qu'on voit beaucoup sur Internet. Moi, vraiment, j'essaie toujours d'apporter du renouveau. Je pense que jusqu'à maintenant, je l'ai bien fait, puisque c'est vrai que les lieux après qu'on a vu défiler en enquête, j'ai toujours été le premier finalement à y aller. Donc ça aussi, j'y attache quand même une grande importance, de manière à amener un petit peu de nouveau, un petit peu de fraîcheur dans ce monde-là, quoi. C'est vrai qu'il y a des lieux qui sont vite devenus je dirais, le passage presque obligatoire dans le paranormal. Et quand je parle de ça, je pense beaucoup au château de Vos, où tu as été un des premiers à retourner au château de Vos, qui avait été un petit peu délaissé et mis dans l'oubli pendant toutes ces années. Et puis le fait que tu ailles faire un tournage là-bas, tout le monde a voulu y aller après, quoi. Clairement, je crois que tous les enquêteurs du paranormal, que ce soit vraiment, on va dire, professionnel, entre guillemets, jusque l'amateur qui débute dans le paranormal, je crois que tout le monde est passé au château de Vos. C'est devenu le Disneyland du paranormal. Ah oui, c'est ça. Qui est fou, c'est que ça à tous les niveaux. Ça part des plus petites chaînes aux plus grosses et surtout dans plusieurs pays. Ça se cantonne pas qu'à la France. C'est vrai. C'est qu'il y a vraiment des gens des États-Unis, de Russie qui sont allés là-bas. Donc non seulement c'est vraiment toute personne confondue, toute chaîne confondue, peu importe leur popularité, et surtout dans le monde entier, quoi. Donc c'est assez fou. Ça a vraiment ouvert la porte à tout le monde. Après, tant mieux pour toutes les personnes qui sont allées, mais c'est vrai que bon, du coup, ça a été le défilé, quoi. Mais est-ce que justement le fait que ce soit ensuite
on va dire, surmédiatisé quelque part, parce que YouTube, ça fait partie pour moi des nouveaux médias. Est-ce que tu ne crois pas qu'un lieu comme ça, qui est surmédiatisé, ça casse peut-être un petit peu le côté un petit peu mystique justement du lieu, le côté vraiment, tu sais, précieux, parce que pour moi, en tout cas, tout ce qui touche à ce domaine-là, que ce soit ésotérique, paranormal, etc., ça reste quand même quelque chose de très précieux. Donc au final, quand ça devient trop fréquenté, est-ce que justement ça casse pas l'image du lieu? Je pense effectivement que quand c'est beaucoup fréquenté, ça casse l'image du lieu, puisque bon, déjà il faut savoir qu'il y en a qui sont pas très bien intentionnés, qui y vont pas forcément avec les bonnes intentions, donc je pense que ça peut ternir effectivement un petit peu le lieu, et puis surtout je pense que ça enlève du charme aussi. Parce que à force de voir un lieu, après on est complètement lassé. Moi-même, hein, j'ai été lassé du château de Vos. Bon, après c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tournages là-bas, mais c'est vrai que de voir, après, au bout d'un moment, je pense que ça crée une forme de lassitude et ça perd complètement en charme. Et puis surtout, je pense aussi que les entités, au bout d'un moment, en ont marre et ne se manifestent plus, ou alors, enfin, c'est plus pareil. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, du coup, des lieux qui te font complètement rêver, où tu te dis, il faut absolument que j'y aille un jour, il faut absolument que je réussisse à tourner quelque chose là-bas? Oui, bien sûr. Il y a des lieux, il y a des lieux qui m'intéressent, qui me font rêver. Certains lieux d'ailleurs où j'ai obtenu des refus. Donc du coup, c'était frustrant, évidemment. Je pense par exemple au château de Combourg, que moi je voyais beaucoup dans les reportages à l'époque. Ça fait partie des lieux qui ont attisé ma curiosité vers le paranormal. Donc ça aurait été un grand honneur pour moi de pouvoir enquêter là-bas. Et malheureusement, bon, ça avait été refusé. Mais après, oui, il y a beaucoup de lieux, notamment à l'étranger. J'ai prévu à l'avenir de partir à l'étranger et il y a des lieux aux États-Unis, notamment le sanatorium de Waverly Hills, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement le nom. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. Voilà, je suis un grand amoureux des sanatoriums et évidemment, ça serait pour moi un gros plaisir d'aller là-bas. Et puis évidemment aussi l'Écosse. L'Écosse, c'est plusieurs lieux. Ça fait rêver l'Écosse. Hein. Ouais, mais c'est vrai que l'Écosse, ça serait un kiff pour moi d'aller là-bas, quoi. Donc oui, après j'ai d'autres lieux aussi que j'ai pas trop envie de dévoiler. Non, mais faut garder le mystère, dis pas. Mais c'est vrai que il y a tellement de lieux en fait qui sont inspirants aussi. C'est vrai que tu parles de l'Écosse. L'Écosse, c'est un univers parce que tu mets 2 pieds dans Édimbourg et déjà tu as l'impression de baigner vraiment dans quelque chose d'énergétique, de mystique, de magique. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper attirant. Donc, j'imagine que en tant que créateur de contenu, c'est quelque chose qui te fait un petit peu rêver encore. Ah ben totalement. L'Écosse est vraiment, je pense, la capitale du paranormal, quoi. On peut dire, je pense, que tu as quand même choisi d'évoluer dans un domaine qui est quand même particulier. Déjà. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est atypique, mais surtout tu as choisi quand même un univers où aujourd'hui il y a quand même beaucoup de faux, il y a quand même beaucoup de fake, comme on dit. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font du contenu et qui cherchent absolument à faire des vues et qui sont prêts même à inventer n'importe quoi, à mentir à leur public, à faire peut-être des faux, reproduire en tout cas des faux phénomènes. Comment toi tu te sens aujourd'hui dans ce milieu qui est quand même, on va le dire, pas mal pollué, entre guillemets? Oui, bien sûr. C'est vrai que maintenant, on voit de tout et n'importe quoi. C'était le cas aussi à l'époque, mais c'est vrai que ça l'est plus maintenant. Et c'est vrai que moi, des fois, je vois des choses qui me font halluciner. Et je me dis waouh, parce que du coup, les personnes qui suivent mon travail tombent aussi sur ces vidéos. Bien et des sûr. Fois, je reçois des messages de gens qui me demandent Rémi, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et des fois, c'est tellement gros, je me dis mais c'est pas possible. Les gens me demandent mon avis sur ça, alors que ça se voit que c'est de la mise en scène, tout ça. Et je me dis des fois, je t'avoue que ça me fait peur parce que je me dis, est-ce que ces personnes-là qui font complètement n'importe quoi et qui ternissent un peu l'image du paranormal vont pas créer du tort aux personnes sérieuses comme moi qui essaient d'être le plus honnête possible, le plus authentique possible? Je pense que moi, je suis arrivé à la bonne époque, si je peux dire ça comme ça, parce qu'au début, il n'y avait pas tous les enquêteurs qu'on voit aujourd'hui. Oui. Donc, c'était plus facile, je pense, à l'époque, de se faire une place dans le paranormal. Et je pense, du coup, que je suis arrivé à la bonne époque. Mais quelqu'un qui débarque maintenant sur YouTube, qui a de bonnes intentions et qui fait du bon travail, je pense que ça peut...
La crédibilité des personnes qu'on ne connaît pas trop peut être mise en cause à cause justement de ces personnes qui font un peu n'importe quoi. Moi maintenant, c'est vrai que voilà, ça fait 8 ans que je fais ça, donc je pense que les gens ont compris que je suis quelqu'un de sérieux, qu'il n'y a pas de fake, etc. Mais pour les gens qu'on ne connaît pas beaucoup, ouais. Donc moi, ça me fait peur. Vraiment, je t'avoue que ça me fait peur quand même. Et est-ce que tu as déjà ressenti une forme de pression, justement, à produire une enquête et avec une sorte d'obligation de résultat? C'est-à-dire que ton public va regarder du contenu parce que tu réalises une enquête dans le paranormal, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de pression en tant qu'enquêteur où on se dit, si je produis toujours des enquêtes où il ne se passe rien, du coup, je vais décevoir quelque part mon public? Tout à fait. De toute façon, la pression du résultat, elle y est tout le temps. À chaque vidéo, que ce soit même format court, exploration paranormale ou gros épisode, il y a toujours une pression du résultat. Et ça, c'est vrai que les gens s'en rendent pas forcément compte. Mais il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos-là pour voir du phénomène, pour voir, voilà. Donc, évidemment, il y a toujours une pression du résultat. Quand je vais sur les lieux, intérieurement, je me dis, j'espère qu'il va se passer des choses, j'espère qu'il va se passer des choses, parce que oui, cette pression, elle existe. Elle est là, ouais. Après, il ne faut pas que la pression, justement, prenne le dessus sur la raison. Exactement. Parce que, moi, je travaille avec toi depuis 2 ans maintenant. On n'a jamais menti, on n'a jamais, on n'a jamais eu des réactions surdimensionnées par rapport à ce qu'on vivait. On ne cherche pas à faire du fantastique, de la science-fiction. On ne cherche pas à orchestrer. Exactement. En fait, c'est là où il y a cette frontière un petit peu délicate que certains n'hésitent pas à franchir et que d'autres préfèrent ne pas franchir et rester dans leurs valeurs authentiques. Moi, je fais partie de ces personnes-là qui ne mentira jamais, qui restera toujours authentique malgré cette pression. Mais c'est vrai que cette frontière-là existe et certains n'hésitent pas à la franchir pour satisfaire un petit peu la demande de certains. Donc c'est pas évident. Voilà, il faut rester authentique. Moi, ça a toujours été ma priorité. Certes, voilà, il y a cette pression qui existe, mais moi, ça sera toujours l'authenticité. Et s'il se passe rien, eh bien, il se passe rien. Dans de nombreuses vidéos, on te voit faire des collaborations avec d'autres enquêteurs ou parfois même avec des médiums. Comment justement tu choisis tes collaborations, notamment quand tu choisis de tourner avec un autre enquêteur ou avec un urbexeur? Comment tu arrives à choisir les personnes avec qui tu veux faire des collabs? Pour faire une collaboration, il faut vraiment que j'ai un bon feeling avec la personne, que je ressente la personne avec de bonnes intentions. J'ai pas envie de me forcer en fait, parce que je sais que malheureusement sur YouTube, il y en a beaucoup qui se forcent. Et on me le dit, on me l'a dit très souvent quand j'ai eu l'occasion de parler avec des gens un petit peu du métier. Ils m'ont dit, Rémi, des fois t'es obligé de te forcer pour se développer, t'es obligé. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça rejoint un petit peu le fait qu'on parlait tout à l'heure, que je suis quelqu'un d'authentique, d'honnête, de sincère, et je n'arrive pas trop en fait à me forcer avec des gens que je n'apprécie pas ou que je partage pas forcément les mêmes points de vue, les mêmes façons de travailler. Donc moi vraiment, voilà, pour que je fasse une collab avec quelqu'un, il faut vraiment qu'il y ait un bon feeling, il faut vraiment que je sente la personne bienveillante, sincère, dans la même démarche que moi en fait. Et je pense que là, dans ces cas-là, ça peut matcher. Mais il faut vraiment qu'il y ait un feeling, quoi. Mais est-ce que tu crois pas, parce que nous on collabore tous les deux, est-ce que tu crois pas que justement quand tu fais une collab avec quelqu'un et que ça passe pas, ça se voit quand même? Oui, ça se voit. Je pense qu'on peut pas tromper les gens en vidéo de toute façon. C'est pas possible. Au bout d'un moment, ça se voit. Donc si tu fais une collab avec quelqu'un où il n'y a pas un bon feeling, ça se voit et en fait, je pense que c'est malaisant à regarder, quoi. Est-ce qu'il y a encore des collaborations qui te font rêver? Franchement, moi, je vis au jour le jour, donc les collaborations, vraiment, enfin, je pense pas trop à ça en fait. Pour tout te dire, je pense vraiment pas trop à ça. Après, c'est vrai que je me disais toujours, j'aimerais trop faire une collab avec le grand JD, sans forcément lui dire d'ailleurs, tu vois, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va voir les gens comme ça, qui dit ouais, j'aimerais faire une collab avec toi. Moi, j'ai jamais été comme ça, j'ai jamais eu ce culot-là, et j'ai pas envie que la personne pense que je suis un gratteur. Enfin, c'est peut-être bête à dire, mais je n'arrive pas trop à aller à me vendre comme ça, tu vois, et aller voir les gens en disant ouais, j'ai envie de faire une collab avec toi. Enfin, c'est pas du tout mon style de faire ça. Non, mais en plus, c'est pas toi en fait, tu fonctionnes pas comme ça. Ouais, je fonctionne pas du tout comme ça. Donc c'est vrai que je me suis dit bon le grand JD, j'espère faire un jour, on verra bien. Et bon il m'a proposé du coup de faire cette collaboration à Marie-Liane et du coup j'ai accepté avec grand plaisir. J'étais trop content. Mais voilà, je suis pas quelqu'un qui
qui se projettent trop dans les collabs. J'ai pas envie que les gens croient qu'il y a de l'intérêt derrière. Enfin, c'est peut-être bête. Non, c'est pas bête du tout, parce que moi j'ai suivi un petit peu le projet avec Julien un petit peu en interne, on va dire ça comme ça, parce que je sais que c'était une collaboration qui te séduisait, on va dire, depuis longtemps. Après, quand on en parlait tous les deux, tu me disais toujours qu'il était hors de question que tu démarches ou que tu engages en tout cas une discussion en lui demandant de tourner, etc. Enfin, c'était pas du tout ton optique. Et tu m'as toujours dit, j'attendrai. Et puis, en fait, je m'entends super bien avec lui. Vous échangez régulièrement. Oui, bien sûr. Voilà, oui. C'est le côté pote, tu vois. Et tu m'as toujours dit, si un jour il me propose, ok, il y aura pas de souci. Mais moi, j'irai jamais le démarcher, tu vois, ou être insistant. Il y a un truc un peu, malaisant derrière. Et cette collaboration, elle s'est faite et je crois que tu en gardes un bon souvenir. J'en garde un trop bon souvenir. Et puis surtout, c'est une personne avec qui je m'entends super bien, on échange beaucoup. Je savais que le tournage allait bien se passer, je savais qu'on aurait un bon feeling ensemble, mais pas autant. Et c'est vrai que c'était trop bien, donc j'en garde un merveilleux souvenir. Justement, quand on parle des nouveaux médias aujourd'hui, on va dire des voies de communication que tu peux exploiter, toi, en tant que créateur de contenu, que ce soit YouTube, que ce soit aussi Instagram ou TikTok, quand tu vois en fait que tu passes énormément d'heures à créer un contenu, que ce soit dans vraiment la préparation, la réalisation, puis le montage, les voix off, les musiques, etc. Et quand tu vois finalement que t'as peut-être pas autant de vues ou autant de retours sur certaines créations. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? C'est vrai que quelque part, le nombre de vues sur YouTube et le nombre de likes aussi, ça en fait partie, c'est un petit peu la note qu'on obtient après avoir fait un travail en fait. C'est vraiment du travail, je partage ça et donc du coup la note, c'est un petit peu le nombre de vues, le nombre de likes. Et c'est vrai que des fois, ça peut être décevant parce que c'est énormément de travail, c'est énormément d'heures de travail et d'énergie aussi déployée à tout ça. Donc des fois c'est décevant. Après voilà, je me console en me disant bon, je fais ça pour la passion, pour le plaisir. J'ai quand même aimé le faire parce que moi il faut vraiment au-delà. Moi je suis pas trop dans les chiffres en fait. Moi vraiment il faut que ce que je fais me passionne, ce que je fasse me passionne et voilà, ça part vraiment de là. Donc à partir du moment où j'ai pris du plaisir pour le faire, ça me convient. Mais après c'est sûr, on va pas se mentir. Quand il y a beaucoup de vues sur une vidéo, on a passé beaucoup de temps, on a beaucoup travaillé, forcément on est content et quand il y en a un peu moins, on est un petit peu déçu. Ça fait partie de YouTube, mais après c'est vrai que des fois c'est frustrant parce que je passe beaucoup de temps sur des projets qui marchent un petit peu moins que d'autres, donc c'est frustrant. Et puis surtout ce qui est frustrant aussi, c'est que des fois on voit des gens sur internet qui font des nombres de vues incroyables alors qu'il n'y a pas forcément de travail derrière et tu te dis waouh, et moi j'ai fait ça, j'ai passé tant de temps et ça fait 10 fois moins de vues. C'est vrai que c'est frustrant. Il n'y a pas trop de logique en fait à ça. Les algorithmes, tout ça, des fois, il n'y a pas trop de logique. Donc c'est vrai que des fois c'est frustrant, mais justement ça fait partie du boulot. Il faut savoir surmonter ça, quoi. C'est un peu l'injustice finalement C'est un peu l'injustice du boulot et des réseaux. C'est exactement ça. Ça en fait partie. Mais c'est frustrant. Mais après voilà, je le fais parce que j'ai aimé le faire. Voilà, donc ça fait partie du truc, quoi. Alors moi, très honnêtement, tu vois, ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble régulièrement. J'ai été extrêmement surprise de l'envers du décor. C'est-à-dire de tout ce qu'on ne voit pas. Parce que forcément, tu sais, quand on est téléspectateur, on voit un projet final, on voit l'aboutissement, mais on n'imagine pas du tout l'envers du décor. Vraiment pas. Et c'est vrai que des fois, quand je te vois, tu prends beaucoup de temps pour bien cadrer, pour bien filmer. On répète parfois, il y a un truc qui ne va pas, c'était mal dit, c'était mal tourné, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des heures et des heures et des heures et des heures de vidéos, des heures et des heures et des heures d'analyse. Tu passes parfois on va pas dire des semaines, mais quasiment des semaines enfermées chez toi, devant tes écrans, à découper, à mixer, à refaire, etc. Tous ces montages en fait qui te prennent un temps infini. Et ça aussi, faut en avoir bien sûr conscience. Est-ce que toi,
Tu peux nous expliquer aussi dans le montage, on va dire, vraiment dans l'analyse et dans le montage, comment tu procèdes? Oui, c'est vrai que quand on regarde une enquête comme ça en vidéo, on ne se rend pas forcément compte du travail qu'il y a derrière. Et moi, le premier d'ailleurs, hein, avant de faire des enquêtes, quand je regardais ce genre de programme, je n'imaginais pas en fait toute la logistique, toute l'énergie, tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à faire ça que je me suis rendu compte en fait de l'ampleur du travail qu'on peut pas se rendre compte quand on regarde simplement la vidéo. Et en termes de montage, d'analyse comme ça, après il y a les petits formats que tu fais, les formats courts, puis il y a des formats qui sont beaucoup plus longs. Quand tu travailles sur un long format, tu peux passer combien de temps vraiment pour essayer de faire une moyenne, mais tu peux passer combien de temps entre l'analyse et le montage? En général, un gros format d'épisode, ça me demande au moins 2 mois, ça c'est sûr. Après voilà, jusqu'à 3 mois pour les vraiment gros épisodes, mais en tout cas, ça me demande quand même au moins 2 mois parce qu'il y a un énorme travail d'analyse, un énorme travail de montage, d'écriture. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, ça touche à tous les métiers, hein. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte également ça quand on regarde, mais ça touche au métier déjà de monteur vidéo parce qu'il faut tout monter, l'analyse, après l'écriture, donc il faut tout rédiger, après il faut faire les visuels, voilà, ça touche vraiment à plein de corps de métier et j'apprends du coup des choses que je ne savais pas faire avant et qu'à force de faire maintenant j'apprends. Mais ouais, pour un gros épisode, il faut compter quand même au moins 2 mois de travail et pour une vidéo un petit peu plus courte, ça me prend environ 1 à 2 semaines. Donc c'est vraiment beaucoup moins et c'est ce qui me permet du coup de pouvoir faire vivre la chaîne puisque c'est vrai que avec que les gros épisodes, je ne pourrais pas faire vivre la chaîne clairement en sortant une vidéo tous les 2-3 mois, c'est pas possible. C'est pour ça que maintenant, du coup, je me suis mis à la réalisation de plus petites vidéos pour sortir et faire patienter les abonnés en attendant les gros épisodes, quoi. Ouais, puis ça permet en même temps d'avoir aussi une actu, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui se passe et en même temps tu alimentes quelque part ta chaîne. Ce qui est important aussi de notifier, c'est que les vidéos, les enquêtes, il y a cette partie montage, analyse, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout la logistique lors du tournage, c'est-à-dire l'arrivée sur les lieux, le déchargement de tout le matériel. Donc quand on est dans un château où il y a plein d'escaliers, il faut tout monter, tout descendre, tout monter, tout descendre. L'installation du matériel qui prend énormément de temps et surtout également il faut penser stratégique, c'est-à-dire où on met quel appareil. Enfin, c'est vraiment une installation incroyable, énorme, colossale. Et je pense qu'il faut être passionné pour faire ça, parce que si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ça. Bah là, j'ai pu constater. Hein. J'ai pu constater, puisque ici, on est à Château-l'Évêque. On est arrivé mardi matin. Et donc là, on a installé le matériel, le QG, que les gens verront dans la vidéo. Et il a fallu, bien sûr, faire passer tous les câbles, tous les fils, décharger tout, monter les caméras, choisir les angles, parce que je sais que toi, il faut le bon angle, il faut la bonne lumière, etc. Ben oui, parce que c'est vrai qu'en plus, moi, je suis quelqu'un de perfectionniste. Donc, du coup, très perfectionniste. Tout ça prend du temps, c'est vrai. Parce que tu aimes bien, comme tu le disais tout à l'heure, hein, quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond ou tu le fais pas. Exactement. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai l'habitude, je sais quand ça va pas te plaire. Je sais quand ça va pas te plaire. Donc j'attends, je me dis est-ce que la lumière va être bien? Est-ce que voilà. Mais en même temps, c'est normal puisque c'est ton contenu. C'est mon contenu et puis je pense que le fait d'être perfectionniste, c'est important parce que ça permet aussi de voir après de l'évolution dans les reportages. C'est vrai que je suis très exigeant avec moi-même et puis ben voilà, c'est pour ça que après les vidéos, je pense, sont de plus en plus belles parce que j'essaie de faire du contenu qualitatif, travaillé. Donc pour moi, c'est important d'être perfectionniste. Mais faudrait que tu calcules, ne serait-ce qu'un jour, le nombre de câbles que tu as. Les câbles, les rallonges, les caméras, les micros, les talkies. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. On est armé jusqu'aux dents. C'est vraiment une logistique incroyable à chaque fois. Et c'est vrai que j'ai pas forcément choisi la voie la plus simple parce qu'il y en a qui font des vidéos qui restent dans leur chambre avec un décor. Moi, c'est pas ça. Moi, je vais sur le terrain, j'ai du matériel à déployer partout. Donc, c'est vraiment pas la voie de facilité. C'est ça qui prouve que je fais ça. Je fais pas du tout ça pour le business ou quoi que ce soit. Je fais vraiment ça parce que je suis passionné et parce que c'est vraiment le plaisir. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le domaine le plus facile dans la création de vidéos. Et il faut aussi, bien sûr, souligner que c'est aussi très important quand tu sors un
une grande enquête, quand tu sors un grand format, c'est aussi très important de le mettre en VOD, puisque c'est avec ça que tu vis, en fait. C'est ça qui permet de faire vivre la chaîne. Oui, c'est vrai que certaines fois, je reçois des commentaires sur les trailers des VOD qui disent « Oui, encore quelqu'un qui fait payer, ah non mais c'est une honte, tout ça ». Il faut savoir vraiment que la VOD, l'avant-première soutien, sert vraiment à financer mon contenu. Donc tout d'abord, les déplacements, hein, donc tout ce qui est carburant, les hébergements que je dois réserver sur place pour les enquêtes, et puis tout l'achat, hein, l'achat du matériel, les autorisations de tournage également, hein, parce que des fois on doit payer quelque chose hein, pour pouvoir tourner dans un lieu, pouvoir séjourner dans un lieu. Donc tout ça c'est des frais, l'achat du matériel, et puis évidemment tout le temps consacré à la réalisation de ces vidéos. C'est du temps que je consacre à ça, c'est du travail. Donc forcément tout ça, il y a besoin de budget quoi. Il y a besoin de budget. Donc forcément les avant-premières soutiens sont là justement pour pouvoir financer ce travail-là. Sans ça, je ne pourrais pas produire tous ces contenus. Et c'est vrai que des fois, des personnes ne le comprennent pas. Mais c'est grâce à ça, en grande partie, que je peux me consacrer pleinement à la réalisation de ces enquêtes. Il y a beaucoup d'incompréhension parce que tu sais, quand on n'a pas l'envers du décor, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se permettent aujourd'hui sur les réseaux de mettre des commentaires ou de t'envoyer parfois même des mails qui sont complètement déplacés, voire injustifiés, mais qui n'ont pas forcément conscience non plus de ce qui se passe derrière. Donc c'est vrai que de juger sous une vidéo en disant forcément il faut payer 4 € pour voir l'enquête, 4 € sur un budget, c'est quand même vraiment pas grand-chose. Et je pense que on remercie aussi toutes les personnes qui permettent justement de pouvoir financer tous les frais qui sont bien sûr nécessaires pour réaliser ton contenu. Bien sûr, je remercie infiniment toutes les personnes justement qui souscrivent à ces avant-premières, qui soutiennent, qui sont là, et puis pas que, hein, des fois je reçois aussi des dons, tout ça. C'est vraiment incroyable pour moi parce que c'est vraiment ce qui me permet de pouvoir produire ces contenus, de pouvoir aller de plus en plus loin, de pouvoir acheter du matériel, de pouvoir faire vivre la chaîne. C'est ça qui me permet de le faire. Donc je remercie infiniment toutes les personnes qui le comprennent et qui me soutiennent, qui peuvent le faire. En tout cas, c'est vraiment grâce à tout ça que je peux aujourd'hui proposer mon travail de vidéaste. Alors, comme toi, hein, moi je suis sur YouTube aussi depuis quelques années maintenant. Je connais aussi un petit peu l'envers du décor de YouTube. Je te parlais justement des commentaires parfois qui sont un peu incompréhensibles, voire complètement injustifiés. Je sais qu'on s'expose forcément à une forme de critique. Ouais. Il y a des critiques qui sont positives et constructives qui nous permettent justement de performer, d'évoluer et puis peut-être même d'affiner aussi ce qu'on propose. Puis il y a aussi toutes ces personnes qui vont mettre des commentaires parfois qui n'ont rien à faire là, quelque part. Comment toi, tu réagis quand tu vois ce type de commentaires ? Là-dessus aussi, j'ai fait des progrès, je pense, parce qu'au début, quand je recevais des commentaires négatifs, c'est vrai que ça m'affectait beaucoup. Ouais. Vraiment, des fois, j'étais pas bien pendant 48 heures, je pensais qu'à ça, ça sortait pas de ma tête, je me disais, voilà, ça me faisait remettre en question, je me disais, ouais, mais en fait, est-ce que il faut que je continue à faire ça ? Est-ce que, voilà, vraiment, je prenais très à cœur, je suis quelqu'un qui prend à cœur les choses. Oui. Et c'est vrai que du coup, c'était très difficile. Et puis après, à force, j'ai réussi à passer au-dessus de ça, à avoir un bon raisonnement. Et c'est vrai que maintenant, j'arrive à faire abstraction de ces commentaires. Alors des fois, il y a des commentaires qui sont négatifs, mais constructifs. Donc ça, pour le coup, c'est très bien, parce que ça permet de pouvoir évoluer. Oui, hein. Oui. C'est grâce à ça aussi qu'on peut évoluer. Mais des fois, voilà, c'est des commentaires qui sont tout sauf constructifs. C'est vraiment dans le but de blesser. Il n'y a aucun intérêt derrière. Et bon, là, du coup, je relève pas. Après, c'est vrai que des fois, j'ai envie de répondre. C'est vrai que des fois, ça me démange, je réponds. Ça démange. Ça démange beaucoup, je réponds. Et franchement, ça sert à rien de répondre, parce que de toute façon, ça ne changera rien. La personne a son point de vue, on ne pourra pas lui faire changer. Donc, ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que des fois, ça me démange de répondre. Au début, je répondais beaucoup. Maintenant, c'est vrai que je laisse couler. Et c'est très rare que je réponde aux commentaires de rageux qui n'apportent rien, quoi. J'ai vu aussi, et ça, là, pour le coup, tu vois, je te rejoins aussi là-dessus, parce que c'est vrai que, tu sais, quand on fait des vidéos sur YouTube, quand on a une visibilité comme ça sur les réseaux, les gens, ils nous regardent à travers leur écran et ils sont un petit peu persuadés qu'ils nous connaissent.
Ouais. Il y a une espèce de proximité qui s'installe malgré nous avec les personnes qui nous suivent. Oui, bien sûr. Et parfois, on n'a pas conscience, mais on fait presque partie de leur quotidien finalement, au point que on reçoit souvent des mails pour nous dire vous êtes à tel endroit, ça serait bien qu'on se voit, ça serait bien qu'on prenne un café, ça serait bien que tout ça. Et c'est vrai que les gens n'ont pas forcément conscience que quand on est sur un lieu de tournage, en fait, c'est du travail aussi pour nous. Ouais. On est vraiment à fond dedans. On va donner vraiment toute l'énergie qu'on a sur ce projet-là. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est compliqué. En plus, moi, je suis vraiment quelqu'un qui essaye d'être le plus abordable possible. Donc, j'essaie vraiment de répondre au maximum aux commentaires que je reçois. Ouais. Quand on me reconnaît dans la rue, je suis là, je prends du temps pour échanger avec les gens, pour être là pour eux, parce que je sais que c'est grâce à toutes ces personnes que mon contenu peut voir le jour. Donc évidemment, moi, je veux être abordable. Après, c'est vrai que des fois, malheureusement, je me suis retrouvé confronté à des situations un petit peu embarrassantes où justement, y a des personnes qui ne se rendent pas forcément compte et qui du coup sont un petit peu trop intrusives. Ouais. Comme par exemple des gens qui habitent à côté de chez moi et qui m'harcelaient. Je peux le dire clairement, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais c'est l'occasion, je pense, cette vidéo de parler de choses un petit peu de l'ombre comme ça, de personnes qui m'harcelaient en me disant oui, on habite à côté, je trouve ça inadmissible qu'on ne se voit pas, je trouve ça inadmissible que je ne participe pas aux enquêtes. Et je me disais waouh, mais moi je ne connais pas ces personnes-là, c'est pas parce qu'on habite à côté qu'on doit... c'est un peu surréaliste quand même. C'est un peu surréaliste, franchement c'est un peu surréaliste. Clairement, on se dit, attends, c'est pas parce qu'on est voisins ou qu'on habite la même région que je te dois quelque chose. Enfin, tu vois, on a l'impression que c'est presque un dû. C'est pas évident à gérer, surtout que moi, voilà, je suis pas du tout de nature à remballer les gens, à leur dire non, mais c'est bon. Non, et puis tu sais, t'as pas envie de décevoir. C'est ça, voilà, j'ai pas envie de décevoir les gens. Moi, j'aimerais beaucoup rencontrer tout le monde, et c'est d'ailleurs ce que je fais dans les rencontres abonnées. Je suis peut-être l'un des seuls dans le paranormal qui organise des rencontres abonnées pour justement échanger avec son public, rencontrer les gens. Moi, j'adore ça, et c'est pour ça que je fais ces rencontres abonnées. Pas beaucoup de gens le font, Si on regarde bien, il y a pas beaucoup de monde, pas beaucoup de créateurs qui font ça. Moi, je le fais. Donc, c'est que ça me plaît. Mais après, malheureusement, il y en a toujours qui abusent, quoi. Quelle est l'évolution de la chaîne et où sera Rémi dans 10 ans? Où sera Rémi dans 10 ans? Peut-être dans un château, puisque peut-être que j'habiterai dans mon château. Dans un château, allez. Sera châtelain? Non, évidemment, moi j'ai envie de continuer à faire ce que je fais. Moi, j'ai pas du tout envie que ça s'arrête un jour. En fait, j'ai envie de faire ce métier-là toute ma vie parce que c'est ça qui me passionne. Déjà, la vidéo, la création de vidéos, j'ai toujours été passionné par ça, peu importe le domaine. J'ai toujours été attiré par l'audiovisuel. Donc, je suis trop content de pouvoir le faire à travers les enquêtes. Et puis, le paranormal, ça me passionne toujours parce qu'on découvre toujours des choses. On n'est jamais au bout de nos surprises. On essaie toujours de se surpasser. Plus les vidéos avancent et plus j'essaie de me surpasser dans plein de choses. Donc, dans 10 ans, j'espère que je serai toujours là à me consacrer à ces enquêtes paranormales, dans des lieux toujours plus dingues, à l'étranger. J'espère pouvoir partir prochainement à l'étranger. Et puis j'espère que ça dure le plus longtemps possible et surtout que la chaîne aussi se développe encore plus. Dans 10 ans, j'espère vraiment que je serai encore là à me consacrer à ça, quoi. Après, dans les projets, à côté des enquêtes paranormales, tout ça, j'aimerais également faire d'autres choses liées, pourquoi pas aussi au paranormal, mais c'est vrai que moi, je suis un grand passionné de radio. J'ai un petit peu mis en pause cette activité-là ces dernières années parce que j'avais plus le temps malheureusement. Mais après, un jour, pourquoi pas refaire de la radio en mêlant radio et paranormal. Franchement, je sais que ça me plairait beaucoup. J'aimerais aussi beaucoup refaire des émissions radio en direct de lieux qui sont réputés hantés, comme j'ai pu le faire à Château-l'Évêque, à Fougeray. Ça, vraiment, ça me passionne. J'espère pouvoir reprendre des activités un petit peu en parallèle qui mêlent mes autres passions. Et puis, pourquoi pas aussi, ça serait un kiff un jour de pourquoi pas animer une chronique sur le paranormal. Si on me propose ça un jour à la télé ou quoi, ça aussi j'adorerais, quoi. Donc voilà, ça après c'est des projets qui verront peut-être le jour un jour, mais en tout cas j'aimerais quand même avoir des petites activités en parallèle de la création de vidéos. J'adore entreprendre des choses, donc j'ai encore plein d'idées dans ma tête et j'espère pouvoir les mettre en œuvre prochainement et j'ai
je pense encore de belles surprises à dévoiler. Ah bah en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et puis, moi, je suis persuadée, tu vois, c'est la médium qui parle. Je suis persuadée qu'il y aura plein d'autres projets à venir et des choses vraiment qui te permettront aussi de performer et puis d'évoluer sur les différents plans. Et en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Bah, merci beaucoup. Merci Elisabeth. Et je te remercie encore une fois de ton authenticité et de ta sympathie, parce qu'à chaque fois, c'est toujours super quand on se retrouve tous les deux. On n'est pas dans un contexte, tu sais, on est vraiment, tu sais, c'est un peu le côté pote, tu vois, encore une fois, que tu exprimais vraiment au début. C'est-à-dire qu'on partage vraiment des moments, que ce soit en caméra ou hors caméra, qui sont toujours sympas. C'est vrai. Merci beaucoup pour ça. Ben, merci à toi aussi, parce que toi aussi, tu y contribues, évidemment. Donc, c'est trop cool. Merci à toi. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview. Et puis ben, on va peut-être se préparer pour la suite de l'aventure à Château-l'Évêque. C'est ça, parce que là, actuellement, on est à Château-l'Évêque et on a enregistré cette interview à Château-l'Évêque. Ouais, merci beaucoup, en tout cas, Elisabeth, pour toutes ces questions. C'était trop cool de pouvoir faire ce format avec toi sur la chaîne. Et puis, j'espère que ça a plu aux abonnés qui se posaient peut-être des questions. Et j'espère, du coup, qu'ils ont les réponses dans cette vidéo. Donc, merci beaucoup. Juste avant de terminer les amis, j'avais envie de revenir sur un point crucial qu'on n'a pas évoqué dans cette vidéo, mais qui est, je pense, important de clarifier par rapport à certains commentaires que je reçois du type « Mais où est Johanna ? Pourquoi il n'y a pas Johanna ?» etc. À l'origine, il faut savoir que cette chaîne est née d'un projet personnel, une envie de partager ma passion pour le paranormal, comme je l'expliquais d'ailleurs en début d'interview. Tout a commencé comme un délire entre amis en fait. Johanna, Moïse, Morgane voulaient m'accompagner sur les tournages pour vivre ces expériences avec moi. J'ai donc créé la chaîne et c'est comme ça que le nom est devenu JRM Paranormal. Ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Ce sont des souvenirs incroyables, mais au fil du temps, cette aventure, eh bien, elle a évolué. Ce projet est devenu mon métier, un travail que je porte seul et que je développe moi-même de A à Z depuis la création de la chaîne en 2016. Et pour la petite histoire, moi à côté de ça, j'avais aussi créé une web radio en 2009 que je gérais vraiment à fond, avec passion, car j'ai toujours été passionné de radio, c'était d'ailleurs mon véritable projet principal. JRM est venu à côté en 2016. Au final, JRM a pris plus d'importance que la radio et aujourd'hui, malheureusement, la radio n'existe plus car dans la vie, on est obligé de faire des choix et j'ai dû malheureusement faire le choix à contre-cœur de l'arrêter car je n'avais plus le temps de m'en occuper comme avant et que ça sert à rien de poursuivre un projet si on peut le faire qu'à moitié. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. J'ai donc pris la décision par la suite de me consacrer pleinement et exclusivement à JRM qui m'a très vite demandé un travail colossal, jour et nuit, parfois au détriment de ma vie sociale où je ne sortais plus du tout, je voyais plus du tout la lumière du jour, et c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça me passionne, et j'ai décidé de me professionnaliser dans cette activité. Il est vraiment important de noter que depuis le début, tout a toujours reposé sur mes épaules, de la création des concepts, la recherche de lieux, l'organisation des tournages, en passant par la production, l'analyse, le montage, j'ai tout construit seul, et j'ai toujours tout réalisé seul. Et c'est aussi parce que je l'ai voulu, c'était mon projet, c'est mon projet, et je veux forcément qu'il me ressemble, tout en ayant toujours mis en avant les personnes qui m'accompagnaient dans ces aventures. Johanna, qui était la dernière à m'accompagner régulièrement, a aujourd'hui sa propre vie, vous le savez, et elle a ses priorités professionnelles et personnelles aussi. La chaîne évolue, nos vies aussi, nous prenons tous des directions différentes. C'est exactement pareil que les personnes qui pratiquent par exemple des activités dans des associations et qui peuvent à certaines périodes de leur vie consacrer du temps et qui par la suite ont d'autres choses à gérer, ce qui devient plus compliqué pour se libérer, et donc forcément c'est la même chose. Nos emplois du temps ne sont plus toujours compatibles, ce qui explique la rareté de sa présence sur les dernières vidéos, et ce qui peut parfois aussi créer des situations un petit peu délicates, comme lors de la rencontre abonnée où elle a dû annuler sa participation à la dernière minute, et où j'ai dû moi-même gérer et m'adapter en fonction. Je comprends évidemment ces impératifs, mais ça peut être compliqué vis-à-vis des engagements pris avec vous, les abonnés, et avec vos attentes, surtout quand un projet se veut sérieux comme celui que je porte depuis maintenant bientôt 10 ans. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo j'en profite pour clarifier les choses. À ce jour, JRM Paranormal n'est pas une équipe. C'est avant tout un programme qui vous fait découvrir mon travail de réalisation d'enquête paranormale que je porte depuis des années. Je conçois que le nom de la chaîne n'a d'ailleurs plus vraiment de sens, mais clairement je me vois pas le changer en sachant que maintenant les gens sont habitués à ce nom. Je pense qu'il serait compliqué de le modifier et en tout cas c'est pas prévu pour le moment. Par contre, je sais que des abonnés sont très attachés à la présence de certaines personnes qu'on a vues dans mes enquêtes,
Internet, et je compte évidemment poursuivre cette rotation de présence d'intervenants dans les vidéos, que ce soit avec Johanna, avec Morgane, avec Moïse, quand nos emplois du temps respectifs le permettent, soit avec des abonnés, comme par exemple Laurie et Nance, que vous aviez vu sur la chaîne, ou même d'autres à l'avenir, car j'aimerais beaucoup refaire des enquêtes avec des abonnés, c'est toujours enrichissant, soit avec d'autres youtubeurs, comme j'ai fait par exemple avec Cody, avec Adrien, avec Spirit Experience, avec le Grand JD, soit avec Elisabeth, qui apporte aussi un côté médiumnique à mes vidéos, ce qui est hyper intéressant, soit avec des amis, comme j'ai fait participer Dom ou Stéphanie ou d'autres, ou bien même d'ailleurs en solo, si les conditions de tournage me le permettent, car j'aimerais aussi de plus en plus me confronter au dépassement de moi-même et à mes peurs. Bref, ça peut vraiment varier d'une vidéo à l'autre, vous l'avez compris, et d'un projet à l'autre, et il est important de prendre ça en considération pour l'avenir de la chaîne. Et vous l'avez d'ailleurs certainement déjà remarqué, puisque c'est déjà le cas depuis pas mal de temps, et ça l'est aussi d'ailleurs beaucoup sur d'autres chaînes de paranormal, mais pas que. Sur ce, merci à tous les amis de votre soutien, de vos encouragements, de votre présence depuis la création de la chaîne. Cette aventure, c'est aussi la vôtre, et j'ai hâte de poursuivre cette évolution avec vous. À très vite les amis.